Donc maintenant, on va visiter maintenant le parcours de la maison. Sophie est partie pour pouvoir retourner travailler. Mais moi, j'étais intrigué de savoir un peu déjà l'autonomie alimentaire qu'il y a déjà juste là. On est devant la maison, sur la terrasse. Et Sophie disait qu'il y avait des aromates. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les différents éléments qu'on a ici? Sur les éléments des aromates, je pense que Sophie pourra l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que quand on a construit là ici, on a voulu casser un petit peu le volume et créer ce bac où on a des aromates en fait qui sont directement à portée de main depuis la cuisine, alors que ce soit la cuisine intérieure ou la cuisine là extérieure qu'on a créée autour du four. Bon, le bananier, c'est pas lui qui va nous aider à avoir des bananes, mais en tout cas là dedans on peut avoir du thym, il y a de la livèche, il y a un petit peu de tout en fait, de la menthe, etc. qui nous permet en fait de venir chercher à la fois les aromates pour la cuisine, mais également en fait de pouvoir avoir une décoration parce que on a quand même une lavande qui est là au milieu. On a. Montre-les nous. Voilà, là ici, tu vois, tu as la lavande qui attire aussi beaucoup les pollinisateurs. Donc ça, c'est important aussi pour nous en fait dans la recherche de ces interactions en fait dans ce que l'on a pu faire. À chaque fois, on a à la fois le côté utile, mais le côté aussi utile au niveau de l'environnement en fait dans lequel vont pousser toutes nos plantes, parce que là on voit en fait, si on regarde bien, on voit les petites abeilles encore maintenant qui sont dessus, qui viennent polliniser, qui viennent après, qui se promènent sur les petites plantes un petit peu partout. Et on a voulu en fait aussi en même temps dans ce bac travailler avec tout à l'heure je parlais des wicking beds, là il est fait aussi sur le même principe. On a en fait sur la partie basse, là ici à peu près jusqu'à ce niveau-là, on a en fait on a une réserve d'eau en fait qui est là en dessous. Là il a fallu jouer sur le poids pour éviter d'avoir trop de masse en fait qui viennent appuyer sur la dalle. Donc on a des billes d'argile qui sont sur le fond, donc c'est un bac étanche. Et donc sur la totalité, et puis donc sur le bas on a ces billes d'argile dans lesquelles on a un réservoir d'eau. Et le trop plein en fait de l'eau part sur le côté et s'en va directement dans le récupérateur d'eau. Donc là toujours pareil, pas de perte d'eau. Ce qu'on peut mettre comme eau là-dedans, le surplus repart directement dans le récupérateur. Et puis après on a fait du multicouche, donc on a du bois mort. Si on creuse vraiment, on va les retrouver, on va trouver du bois mort, des feuilles, de la tonte de gazon, etc. C'est une sorte de lasagne. Et puis on voit, hein, c'est généreux, quoi. On a du thym, on a tout type d'aromates là-dedans. Différents types de thym aussi, du thym un peu citronné, voilà, et avec des odeurs qui parfument nos repas et qui viennent directement là depuis notre terrasse. Là c'est un ginkgo biloba? C'est ça, c'est un ginkgo qui reste nain parce que les ginkgos sont très très grands. Et ça c'est un arbre qui est quand même, enfin qui a une histoire hein, quand même, ce ginkgo, notamment au Japon. Et en fait, on a ça là chez nous avec des feuilles qui sont quand même très particulières et qu'on a réussi à préserver en fait dans notre déménagement, enfin pas déménagement, mais en tout cas de transformation de terrain, puisque lui il a été déménagé et on a réussi à le préserver, tout son système racinaire, etc. Et là, on est en train de faire pousser aussi des pieds de kiwi qui poussent à chaque poteau là. Avec un objectif en fait de faire monter en fait ces kiwis sur la terrasse pour avoir une terrasse végétalisée en fait couverte avec un ombrage végétal et qui est bien plus efficace en fait que le store, parce que le store en fait lui il cumule la chaleur et il renvoie quand même la chaleur par rayonnement sur le dessous, et on le sent en fait, on est quand même assez exposé à cette chaleur l'été, et avec un environnement feuillu comme ça, avec ces feuilles de kiwi, ça va nous permettre d'avoir un côté plus agréable et puis surtout en fait l'avantage c'est que l'hiver on va quand même, enfin les feuilles vont tomber et ça va permettre de faire rentrer la lumière à l'intérieur de la maison, et l'été quand on a besoin d'ombrage, ça sera un ombrage naturel qui sera là. Ce qui est magique avec la végétation, c'est que une climatisation, ça va avoir un écart de température de maximum 10 degrés, alors que là, avec ce type d'ombrage fait par les plantes, on peut avoir un écart jusqu'à 15 degrés.
Donc ça permet vraiment de rafraîchir la maison et qui ne consomme pas d'énergie. Et au contraire, il produit l'effet secondaire de rafraîchir la maison, ça va être de produire des kiwis. Donc moi je trouve ça génial, j'adore. C'est ça. Excellent. On continue la visite avec la partie de la première extension. Oui, ok. Donc là on a cette partie en fait qui est déjà dans l'extension en fait là ici où on peut peut-être continuer au moins comme ça on prendra un petit peu de recul. Hop. Donc là, l'extension, en fait, on a, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a fait cette partie d'extension, on a créé, en fait, on a mis la serre, on a refait l'aménagement complet, en fait, tout le terrain, on l'a refait complètement parce qu'on avait une terre qui est très argileuse et c'était compliqué. On avait un potager qui était là au niveau de la piscine, on avait vraiment du mal à faire pousser des choses là-dedans. Et donc on a voulu, en fait, on s'est dit, bah voilà, pour notre confort, etc., on voulait une piscine. Donc on a créé cette piscine, on a refait tout le terrassement, on voit, en fait, on a fait un enrochement sur le fond. Et puis on a fait des aménagements. Alors au début, on avait des fleurs et petit à petit, en fait, on remplace des simples fleurs par de l'utilité. Quand on regarde là-bas, on a des courges qui poussent, on a des framboisiers, enfin, il y a un petit peu de tout qui nous sert aussi à optimiser notre production. Et donc, quand on a aménagé, donc on a fait la piscine et on a fait en même temps le sous-sol. En fait, sous cette partie d'habitation là, on a d'abord créé une dalle et en fait, pour la dalle, parce qu'on voulait mettre une véranda en fait en prolongement en fait de la toiture. Et donc, comme on avait la pelleteuse, on a creusé, il fallait aller chercher un petit peu pour faire des fondations. Et donc, là, on a creusé, on a fait un sous-sol, un agrandissement du sous-sol, et on a mis la pompe, tout le système de filtrage de la piscine se trouve là en dessous, avec un établi, les vélos, etc. Pas mal de bazar. C'est un peu la vocation parfois des sous-sols, mais voilà. Donc on a fait ça. Et puis après, dans notre projet, on a décidé en fait de remodifier en fait et de ne pas en fait partir sur un prolongement en fait de la toiture, mais on a décidé d'agrandir et de faire une pièce plus grande sur le bas de la maison, sur le rez-de-chaussée, et de faire une chambre à l'étage avec une salle de bain, un dressing, et ce qui nous a permis en fait de retravailler complètement la toiture. Et puis voilà, c'était un challenge, mais voilà, ça nous a permis d'agrandir nos surfaces rez-de-chaussée et à l'étage, y compris au sous-sol. Donc là on est sur la façade nord, oui. Je vois aussi un sas. Exactement, ouais. Ça c'est super intelligent aussi pour ouais. Créer un espace. Donc ça a fait partie en fait des travaux là qu'on a fait il y a 1 an maintenant, où on avait en fait une avancée de toit pour protéger en fait la porte d'entrée, mais qui était complètement ouverte. Et là on est plein nord. Alors en été ça pose, il y a peu de variations, mais en automne, hiver, parfois le printemps, on a un vent quand même assez froid qui vient et c'était vraiment pas agréable en sortant de la maison d'arriver directement dans le froid. Et surtout, même si il y a une isolation autour au niveau des joints de porte et de fenêtres, mais il y avait quand même du froid en fait qui passait. Et donc là, on a créé ce petit sas. Donc on a retransformé en fait la structure de l'avancée de toit, et on a créé ce sas avec 2 fenêtres latérales et une porte coulissante, et puis là on l'a isolé un petit peu. Enfin voilà, c'est pas chauffé, mais en tout cas on l'a senti déjà l'hiver dernier. On a un gain énorme au niveau du hall d'entrée, parce qu'on n'a plus cette sensation de froid en fait quand on arrive dans le hall d'entrée avec ces petites fuites d'air qui passent dans les joints de porte. Et là clairement ça nous a permis de gagner aussi en énergie en fait à fournir pour chauffer, puisque là ça naturellement en fait ça stoppe les courants d'air, notamment quand il y a du vent assez fort. Maintenant, là on a vu le nord, la façade ouest, oui. Elle est quand même très vitrée avec l'extension. Oui. Donc avant il y avait juste des petites fenêtres, là tu l'as agrandi fortement. C'est ça, ouais, on a amené énormément de luminosité dans la ça a été un gain quand même assez important. Mais est-ce que ça crée pas de la surchauffe du coup ouais, alors après effectivement ça chauffe quand même pas mal.
On a l'arbre qu'il a ici qui nous permet d'avoir un masque d'ombrage quand même un petit peu qui évite cette surchauffe. Alors ça, il a une double vocation, c'est que la première c'est il nous fait de l'ombre naturelle. On n'a pas forcément besoin de mettre, on a un parasol là-bas mais on s'en sert peu en fait parce qu'on reste à l'ombre de l'arbre. Et donc il nous sert à la fois pour la piscine et puis aussi au niveau de la maison parce que ça nous fait aussi un petit masque d'ombrage naturel. Face à l'ouest, il absorbe un peu le surplus de chaleur, quoi. Même si ça vient encore pas mal en haut, ça doit bien chauffer quand même. Ouais, ouais. Après c'est vrai qu'on a des volets, donc ça permet, alors c'est vrai qu'on est obligé hein, en plein été quand il y a vraiment le soleil qui donne fort, on a des volets sur les fenêtres, donc on baisse quand même en pleine journée, on baisse quand même un petit peu les volets pour limiter l'impact du rayonnement. Ouais. Cool. Est-ce qu'on va visiter Eh ben, on peut aller là-bas. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'optimisation. Là, on passe à côté. C'est que le terrain, en fait, ici, avant, on avait de la pelouse. Et pendant nos travaux, on avait déménagé notre poulailler, etc. Le compost, on avait tout mis là. Et quand on a tout remis à sa place, on avait des restes de compost, etc. Et donc, du coup, là, on voit, par exemple, on a les courges qui poussent. Il y en a même qui sont dans les arbres. Ouais. Et ça fait arbre de Noël. C'est ça. On les a fait pousser, en fait, dedans parce que ça partait tellement loin. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va les mettre là-dedans, et donc ça tient dans les branches. Ouais. Donc les courges ne poussent pas forcément dans les arbres, mais là, nous, on les a fait partir là-dedans. Ouais. Et donc là, on a replanté des arbres fruitiers. Sophie en parlait tout à l'heure. On a, au niveau de la balançoire, là-bas, on a un cerisier là, qui est là, qui nous fournit toutes les cerises pour la saison. Il commence à bien donner. C'est bientôt Halloween, ça se voit. C'est ça, exactement. Là, j'ai fait un essai. Si on prend l'exemple là ici du bac, on a des carottes en fait qui poussent là-dedans, et toujours sur le même principe en fait. Avec sur le fond, on a une réserve d'eau. Donc là, j'ai des billes d'argile en fait sur à peu près 20 cm. Et puis, il y a un géotextile en fait, qui fait la limite entre les deux. Et puis, j'ai des mèches de géotextile qui remontent. Et là, je les ai fait remonter aussi sur le côté pour avoir une remontée par capillarité de l'humidité en fait, qui est là au fond. Et puis, on a les carottes là qui poussent. Et on voit là, elles commencent à... Elles ont été plantées il n'y a pas très longtemps en fait. Hein, j'ai fait ça au mois d'août, à peu près, fin août. Et donc là, on fait des essais comme ça, avec, voilà, on voit les carottes là qu'on va pouvoir bientôt récolter. Et donc l'idée, c'est de développer aussi ce type de système. En fait, ça reste assez simple à faire. Et là, l'avantage en plus, c'est que c'est très peu sensible aux nuisibles, parce qu'ils ne peuvent pas remonter en fait par le dessous, c'est directement dans un bac. Donc on avait un bac qui ne nous servait plus à rien, donc on l'a réutilisé comme ça en fait. Magnifique. Voilà. Et donc là, on a des pommiers, on a 2 pommiers là, on a un prunier, on a du raisin là au fond, et puis là on a planté, on a des choux, on a des betteraves, on voit là des tomates qu'on avait aussi plantées à l'extérieur. En fait, Sophie fait beaucoup de semis, et donc le surplus, on en donne beaucoup aux amis, mais aussi on en a mis là dehors, on les a laissés pousser un petit peu, voilà. Et on n'a pas eu trop le temps cette année de s'en occuper vraiment. Mais là, on a une partie de la production qui est là. Qui va peut-être s'auto-reproduire, parce que les quelques tomates abandonnées... Oui. Ah, c'est clair, ouais. C'est clair que tous les ans, en fait, on découvre, en fait, on voit des tomates qui poussent. Alors, on ne sait jamais vraiment ce que c'est, mais c'est toujours un peu la surprise. Souvent, en fait, on se retrouve sur les tomates cerises, en fait, qui repoussent assez facilement. Ouais. Et ça, c'est le bac à récupération d'eau de pluie ? Oui. Alors, c'est vrai qu'à chaque endroit où on a pu en mettre, on en met. Là, on récupère l'eau de pluie de la façade arrière de la serre. Donc, on a 1000 litres là qui sont disponibles et qui nous servent à alimenter là, juste en gravitaire. Et donc, on arrose juste en gravitaire le potager qui est là ici. Donc, ça, c'est assez pratique. C'est l'avantage de vivre à plusieurs étages, ouais, qui est de la pente. Exactement. Et tout autour de la maison, là, on a aussi des récupérateurs. Donc là, on a un récupérateur qui est là-bas, et à chaque descente de
d'eau pluviale, on a un récupérateur qui est posé à côté, et le surplus après part dans la grosse cuve de 8000 litres qu'on a en bas. Donc on a une grosse capacité de récupération d'eau, parce qu'on en a tout autour des descentes d'eau pluviale. On en a là, on a même la piscine. La piscine, elle peut aussi nous servir parce que le système de filtration est connecté avec le récupérateur qui est en bas, donc on ne perd pas l'eau en fait. Quand on fait des nettoyages, etc., quand là on va vider une partie là, pour faire l'hivernage, on ne perd pas l'eau. Et puis en plus, comme on ne la traite pas au chlore, c'est de l'oxygène actif, il n'y a pas de produits chimiques spécifiques dedans, donc tout ça en fait on peut le renvoyer en fait directement dans le récupérateur. Donc c'est un système qui nous permet d'avoir une autonomie. Enfin, je sais pas, j'ai calculé, on a à peu près 70 mètres cubes d'eau de réserve sur la maison. Félicitations. Et ça a été vraiment notre gros souci avec les craintes, on le voit avec les perturbations climatiques, etc. Et je pense qu'avant que chez nous, on n'ait plus d'eau du tout pour arroser nos plantes, il faudra quand même que ça cogne vraiment fort, quoi. Voilà, donc là, on va aller dans la serre. Avec là à l'extérieur, vous voyez, on plante aussi, on a des poireaux, on a des betteraves rouges, on a des choux qui poussent. On a même là dans notre organisation, sur l'arrière, on fait du compost, donc on laisse aussi des zones qui nous permettent de récupérer en fait des végétaux, etc., qui ont travaillé pour après les réinjecter ou directement sur l'extérieur ou dans nos bacs. Et là, je prends l'exemple là ici, en fait, sont nos voisins. En fait, quand ils tondent, plutôt que de la déchetterie, ils nous mettent en fait directement chez nous leurs tontes, leurs déchets verts, et nous on le réutilise en fait naturellement. Et c'est voilà, c'est notre petit côté un petit peu écolo, quoi, mais ça permet Peut-être qu'en voyant ta vidéo, ils vont dire « Ah, ça y est, j'ai enfin compris, je vais réutiliser mes tontes. » Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, là on arrive dans la serre. Donc là on est quand même maintenant au mois de mi-octobre passé. On a plus grand chose, enfin plus grand chose, on a retiré, on avait des tomates, donc ça c'est important en fait, le fait d'avoir plusieurs zones, ça nous permet de faire des roulements en fait, pour pas mettre les tomates et poivrons toujours au même endroit, parce que c'est pas bon pour le mildiou, etc. Donc on fait des rotations, et donc là on avait par exemple cette année, on avait beaucoup de tomates là ici, qu'on vient de retirer la semaine dernière. Voilà, il commençait à plus trop donner. Et puis on remplace, là on voit, on a encore des poivrons, il y a des piments, il y a même des pommes de terre là, qui continuent à pousser. Et puis là ici, on aura, je pense dans 2-3 ans, on aura un ombrage naturel aussi avec des kiwis. Là on a des kiwis jaunes qui sont là avec un pied femelle, un pied mâle. Et on a un autre pied femelle qui est à l'extérieur pour qu'ils puissent polliniser. On a les pommes de terre là, qui poussent là, ici, et des fraisiers, on commence à en mettre un petit peu de partout. En plus, ça c'est l'époque de ça. On voit, là, on a des fraises qui sont encore qui vont arriver, en fait, qui vont bientôt rougir, qui sont encore en fleurs. Ça, c'est l'avantage des serres, c'est que voilà, ça permet de prolonger énormément les productions dans la serre du bas qui est plus efficiente encore que celle-ci. On avait, au mois de janvier, on avait déjà des fraises qu'on mangeait. Ouais. Wow. Alors qu'on venait de les planter 3 mois avant, quoi. Donc là, on commence à en avoir beaucoup plus. Et je pense qu'en termes de fraises, on va être bientôt autonome sans devoir acheter des fraises pour faire des confitures, etc. On aura ce qu'il faut à la maison, quoi. Donc là, c'est une serre, comme j'ai expliqué, en fait, qui est en structure classique, en fait, avec un vitrage en verre. C'est du verre sécurite, et avec la totalité des faces, en fait, qui sont vitrées, et notamment la face nord. Et ça fait une grosse différence par rapport à celle qu'on va aller voir après sur la serre adossée, parce que là, on a énormément de déperdition de chaleur. Et on l'a vu, j'ai pu faire des mesures de température. On est en Haute-Savoie ici, on est à 500 mètres d'altitude, on n'est pas non plus sur des hautes altitudes, mais il peut faire froid quand même en hiver. Et dans cette serre, on a eu des gelées, c'est descendu à peu près à -4 degrés.
Mais on voit en fait des grosses variations de température. Là, on le sent, on est super bien là, c'est hyper agréable. Ah oui. Mais en hiver, l'inconvénient, c'est que ça peut quand même geler. Donc c'est compliqué parfois de continuer à faire pousser en fait des poivrons et tout ça, c'est plus possible. Ce qui est dans le sol, ça peut encore jouer. On s'amuse en fait, on a des amis par exemple qui utilisent des grosses bouteilles d'eau comme ça et on les récupère, on remet de l'eau dedans et en fait on les pose à côté des végétaux là, qui sont en train de pousser pour faire une sorte de radiateur naturel en fait, parce que ça va capter en fait l'énergie solaire en fait et puis la chaleur et ça va la restituer le soir, donc c'est pas non plus un phénomène de radiateur qui va donner 20 degrés à l'intérieur, mais en tout cas ça va permettre d'amortir un petit peu les pics de température et notamment les gelées, ça protégera un petit peu des gelées, quoi. Mais ça fonctionne bien ce que tu dis, parce que l'eau en fait elle est capable d'emmagasiner la chaleur et quand l'air se refroidit, l'eau elle met tellement de temps avant de se refroidir qu'elle continue à irradier de la chaleur. C'est ça. Donc le changement d'état de phase favorise le prolongement des températures. Ouais, et donc, ouais. Tu pourras en mettre beaucoup plus, même sur la partie nord de la serre, pour justement favoriser, faire en sorte que les calories continuent à rayonner de la part des bacs d'eau chaude. Exactement, ouais. Et donc là, ici, dans les bacs, ça a été fait... donc on voit, on a 3 grands bacs en fait là ici, et ça a été fait, c'est de la récup, parce que là, toutes les planches en bois, c'est notre ancienne terrasse. Okay. Là où on était tout à l'heure, maintenant on est sur des dalles, et en fait j'ai récupéré la terrasse pour refaire des bacs, et j'ai creusé en fait là en dessous, il faut imaginer, j'ai retiré à peu près 7 mètres cubes de terre à la main, parce que du coup la serre était là, donc il a fallu tout retirer à la main, et donc c'est creusé à peu près sur 50 cm en dessous des bacs. Et là, toujours pareil, sur le même principe, il y a un réservoir d'eau qui est là en dessous. Là, j'ai pas encore fini de couper le tube, là, mais là, c'est mon système de remplissage. Donc, on fait le plein. Et puis, en dessous de la terre, il y a un gros réservoir d'eau. Et puis après, ça remonte par capillarité dans des mèches de géotextile qui sont maintenues un peu à la verticale et qui remontent à différents endroits et qui ramènent l'humidité. Et puis après, on fait un système de paillage. Donc là, on voit il y a de la paille. Là, Sophie a fait des plantations la semaine dernière. Donc, pour pouvoir faire pousser, on est obligé d'écarter quand même. Mais là, on a des radis, etc. qui vont repousser. De la laitue, etc. Donc là, en automne, dans une serre, on peut encore faire pousser tout ça. Et puis après, on recouvre de paille, un petit peu comme ce qu'on a là ici. On voit là autour des poireaux et tout ça, c'est paillé. Ça permet de maintenir à la fois l'humidité, mais aussi un écosystème en dessous. Et si on gratte un petit peu, on voit en fait, on va trouver tout un écosystème qui grouille. Voilà, on trouve des vers, etc. Et ça, c'est indispensable en fait dans un potager. On voit là, il y a des vers un peu de partout. Et c'est ce qui permet aussi de protéger en fait le sol, parce que la paille va permettre de garder l'humidité et du coup ça évite la terre ne brûle pas en fait avec le soleil, surtout dans une serre. Et ça, il ne faut pas oublier en fait, c'est quand on a une serre, il y a une chose indispensable à laquelle il faut penser, c'est l'irrigation, parce que il fait chaud, ça va s'évaporer, et puis il n'y a pas l'arrosage naturel. Et donc si on n'a pas l'arrosage naturel, à un moment donné, il fait trop sec, quoi. Donc avec à la fois le système qui vient, l'humidité qui remonte, là on voit, hein, là l'arrosage automatique est éteint, mais on voit c'est quand même bien humide. Et puis en été, on met l'arrosage automatique qui vient de notre bac de récupération de pluie. Et donc tout ça, ça permet d'avoir, de faire pousser nos poireaux qui sont là. Là, on a une énorme capucine. Alors, on n'exploite pas tout à 100% parce qu'on met quand même des fleurs. Et tout ça, en fait, les fleurs, ça attire les insectes, ça attire les pollinisateurs qui viennent après. Oui, ils peuvent passer par la fenêtre. Aussi par les fenêtres, ouais. D'ailleurs, ces fenêtres, elles sont assez spéciales parce que tu les ouvres et tu les fermes pas toi. Non, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait le faire manuellement, mais c'est hyper contraignant parce que ça veut dire que tous les jours, il faut regarder la météo, il faut y penser avant de partir au travail, etc. Et ça, c'est vraiment très contraignant. Et en plein été, même au printemps, mois de mai, juin, si on oublie d'ouvrir, là, on peut quand même faire un peu tout cramer. Là, en fait, c'est un système de vérin automatique. En fait, c'est un liquide, une sorte d'huile, en fait, qui
qui va se dilater avec la température et à partir de 25 degrés, les vérins vont commencer à sortir et les fenêtres vont s'ouvrir naturellement, automatiquement comme ça. Et puis donc pareil, quand le soir ça commence à rafraîchir et qu'il y a du vent, etc. Donc ça va faire refroidir le liquide qui est à l'intérieur. Donc là, ça va se refermer. Le liquide qui est là-dedans. Exactement. Du coup, c'est génial. C'est comme des auxiliaires. Là, tu utilises des auxiliaires avec les vers de terre et toute la vie bactériologique pour t'occuper de tes légumes. Et la température, c'est l'auxiliaire qui te permet de gérer la température. Exactement. J'adore. Alors, et puis là, c'est pareil, il faut aussi penser à l'orientation avec le vent dominant, etc. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de savoir regarder son terrain avant de construire. Il ne faut pas se lancer non plus sans réfléchir. Donc, le sud est par là et tu n'as pas ouvert, tu n'as pas mis de fenêtre de ce côté-là parce que justement, c'est le vent qui vient de ce côté-là ou de l'autre? Non, le vent, en fait, il est plutôt orienté ouest et on a les vents dominants. Et donc, on a des fenêtres, en fait, sur ces côtés-là, en fait, pour pouvoir avoir un flux d'air qui passe par là. Ouais. Super. Cool. Continue. Voilà, pour la serre. Donc, là, ici, à l'intérieur des bacs, là, dans les 3 bacs, toujours le même principe. On a de l'eau en dessous, du géotextile pour limiter. Alors, forcément, dans l'eau, il y a un support pour pas que la terre descende à l'intérieur. Donc, le support, ça peut être des cailloux. Comme on a là en bas, en fait, on a mis des cailloux, on avait fait des travaux, on avait la pelleteuse. Et en fait, là, on avait mis des cailloux. Donc, c'est important, en fait, d'avoir une charge qui permette de retenir la terre pour pas qu'elle descende dans l'eau. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que je vais bien le croire. Il fallait remonter. En fait, là, ça apparaît pas, mais il y a un petit peu de dénivelé. Et donc, pour descendre toute l'argile, parce que c'était vraiment de l'argile en dessous, ça descendait. Donc, c'était quand même assez facile. Mais après, s'il fallait remonter des cailloux, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai fait un truc. Alors, c'est un peu moins écolo parce que c'est du plastique, mais c'est du drain agricole, en fait. Qui est mis en couronne. Donc les bacs ils sont dimensionnés à la taille des bobines de drain agricole. Et donc là en dessous on a des bobines de drain plus des morceaux coupés pour remplir le milieu et un géotextile par-dessus plus toujours ces mèches. Et puis après un mélange de branchages morts, de fumier de cheval, etc. qu'on récupère près d'un agriculteur là à proximité. Et voilà. Donc, et puis après ça pousse. Voilà. Génial. On continue avec la nouvelle extension. Maintenant qu'on a terminé la première partie. Parce que cette serre-là, elle était là avant que vous investissiez dans la nouvelle. Ouais. Ça fait. On avait une serre avant, en fait. Ça fait une dizaine d'années en fait qu'on travaillait avec une serre. On avait une serre en polycarbonate. On a fait nos débuts avec. Ça nous a permis de voir aussi les limites des serres en polycarbonate. Parce que c'est quand même, ça reste fragile. Et puis très limité dans le temps. Et là, on est parti sur cette serre en verre il y a à peu près 6 ans. Et puis là, on a construit, donc là, il y a 2 ans, donc on a fait tout ce projet autour de cette serre là, qui est là ici. L'élément phare de nos travaux là, qu'on a fait en 2020, alors c'est tombé par hasard pendant la période Covid aussi. Du coup, ce qui nous a permis d'avoir aussi, parce qu'on s'est forcément fait aider par des artisans, on a travaillé beaucoup, exclusivement en local, avec des gens qui habitent là dans le village ou dans les villages à côté. Donc, ça nous a permis de faire ces travaux, et notamment en fait la serre, c'est ce qui a déterminé en fait toute l'architecture de ces travaux, et notamment la hauteur, parce que là on était c'est un système on va dire standard sur lequel on a fait des rajouts. Donc la hauteur était standard et il a fallu en fait s'adapter à la hauteur. C'est pour ça qu'on a un petit muret sur la terrasse, parce que la serre vient s'appuyer contre ce petit muret. Et donc on a réussi à préserver, comme là on voit par exemple le gros pied de vigne qui est là, et on a réussi à le préserver pour nos travaux. Et puis après on a aménagé, où on est en train de faire pousser, par exemple là on a un pied de kiwi, on a des framboisiers qui sont là le long du mur. Et puis là après on va rentrer dans la serre où on va voir différentes choses. Je vous laisse me suivre pour découvrir. Hop.
Donc nous voilà donc dans la serre avec là le premier élément qui est là ici. On a profité en fait de ce mur qui était je vais dire un peu inoccupé. On a mis en fait des bacs pour faire une production à la verticale de fraisiers. Et donc là on voit on est le 18 octobre si je ne me trompe pas et on a des fraises là qui poussent et on peut sentir, alors malheureusement dans la vidéo on n'aura pas l'odeur mais on a cette odeur de bonnes fraises qui vient chatouiller nos narines quand on rentre dans la serre. Et puis après c'est un petit peu je ne vais pas dire la forêt vierge, mais on a nos pieds de tomates, on voit en termes d'abondance, on voit là ici c'est ça pousse super bien quoi. Là on a des tomates qui poussent encore, qui sont encore en fleurs et qui là on voit on a encore des récoltes prochaines là. Et puis après on fait des essais en fait. On a des différentes plantes qu'on essaye, on a des cornichons qui poussent, là ça a pas mal poussé cette année. Et puis après on a un pied de vigne qui est là derrière, alors on le voit pas trop parce qu'il est un peu envahi par les plantes là qui poussent là aussi autour. Mais voilà, là, on peut avancer par là. Hop. Donc là en fait la serre elle fait quasiment 10 mètres de long, 9,64 mètres exactement, sur un peu plus de 3 mètres de haut. Et on a 4,50 mètres à peu près de profondeur. Donc en fait quand on a construit la serre, on a mis la serre adossée au mur, là sur le premier mur, et en fait on a fait exprès en fait d'agrandir l'intérieur sur la partie maçonnée pour avoir plus d'espace en fait pour pouvoir tourner autour et pouvoir ranger à la fois notre matériel et puis surtout on le voit là-bas, on a mis des bacs de récupération d'eau, alors qui nous servent pas trop à récupérer l'eau parce que là il n'y a pas de descente d'eau directe, mais en fait c'est juste pour amortir toujours sur le même principe, récupérer la chaleur du soleil et puis restituer de la chaleur le soir et puis dans les hivers un petit peu froids. Et là ici, l'hiver dernier, au plus bas on est descendu à 3 degrés à peu près. Plus 3 degrés, ouais. Donc ça n'a jamais gelé dans la serre. Contrairement à l'autre serre où là on est descendu à peu près à -4. Donc on voit tout de suite en fait l'effet en fait du mur. Donc là quand j'ai peint le mur, on a mis une peinture assez foncée pour pouvoir capter aussi la chaleur et pouvoir restituer cette chaleur en fait la nuit. On a les éléments en bois aussi qui récupèrent aussi de la chaleur et qui vont en restituer. Quand on a fait les bacs, alors là tout ça c'est du local parce que j'ai un de mes voisins justement qui fait du voilà, qui fait des coupes d'arbres. Et là, ce sont des chênes qui viennent du hameau. Il les a débités lui-même, donc là, à 100 mètres de chez nous. Donc ça, c'était super. Ça a été du gros travail parce que ce sont des gros éléments, c'est lourd. Mais l'avantage, c'est que là, on est parti pour des dizaines d'années avec ces éléments-là. Et toujours pareil, sur le même principe. Alors là, on a creusé, j'avais la chance d'avoir la pelleteuse encore sur le terrain. Donc on a fait des gros trous à 1 mètre de profondeur sous les bacs, sur la totalité de la longueur des bacs. Et donc on a à peu près en dessous plus de 10 mètres cubes d'eau en fait sous nos pieds, qui sont sous les bacs et qui permettent toujours pareil de faire remonter l'humidité par capillarité dans les bacs et puis de pouvoir voilà, être assez autonome on va dire en énergie. On a la possibilité, j'ai laissé la possibilité en fait de faire un système de chauffage on va dire solaire et de faire tourner en cycle fermé l'eau qui est stockée là en dessous en prenant l'eau qui est dans le bac et en la faisant circuler sur les hauteurs, en la faisant serpenter, en la réinjectant dans le bac pour pouvoir en fait avoir un système autonome, mais on ne l'a pas encore fait parce que je pense que pour l'instant, on va attendre de voir et puis si nécessaire on fera cette évolution ultérieure quoi. Mais là pour l'instant, donc là on a en termes d'énergie en fait on a aussi un système qui nous permet d'avoir une énergie gratuite. C'est le studio qui est là à côté. Où on a une VMC forcément dedans pour renouveler l'air. Et l'air vissé en fait qui sort du studio, donc la partie de vie et la salle de bain,
ressort en fait la VMC est mise là au plafond et l'air en fait l'air chaud qui est extrait en fait du studio, plutôt que de la rejeter à l'extérieur, on rejette directement dans la serre. Normalement, une VMC, on éjecte l'air ici à l'extérieur. Là, tu la recycles. Et comme c'est chargé de CO2 et que les plantes mangent du CO2, tout le monde est gagnant. C'est exactement ça. Trop bien. Et donc là, on a un environnement là qui est protégé en fait du froid, parce qu'il y a tout le temps de l'air, on va dire tiède, qui sort et qui arrive là ici. Voilà, et puis on a pour continuer, on a nos poules, parce qu'on a des poules aussi là, qui se promènent dehors, elles ont tout le jardin là, à l'extérieur. Okay. Donc là on arrive au niveau du poulailler, donc on a le poulailler qui est intégré directement dans la serre. Donc là c'est pareil, en fait quand on a construit, on a fait en sorte que le poulailler puisse venir là ici. Et donc les poules dorment ici dans ce poulailler avec on est autonome aussi en fait sur le système, parce que on a un petit portillon qui est automatique, qui est relié à un capteur solaire. Et donc là, les poules rentrent le soir, le portillon se ferme et se rouvre le matin. Donc on n'est pas obligé, contraint tous les jours, d'aller ouvrir, fermer. Et on a ici directement en fait l'avantage de notre construction, c'est ce qu'on avait voulu, c'est de pouvoir venir depuis l'intérieur de la maison, parce que là-bas on a créé une porte qui donne directement dans le sous-sol. Et donc on peut passer directement ici et venir au niveau du poulailler et puis venir récolter voilà, notre œuf du jour. Là on n'en a qu'un pour l'instant, mais en général on a 2-3 œufs par jour. Et voilà, c'est l'avantage. On peut venir nettoyer directement le poulailler, donc là avec les trappes directement ici qui s'ouvre et qui permet de nettoyer le poulailler. Et après les déjections, comme ça on les récupère, on le met sur notre compost, etc. Et on ne jette pas en fait tout ça. On a notre paille qui est là directement, qui permet d'isoler aussi un petit peu. Et les poules en fait ont un accès direct depuis l'extérieur, parce qu'elles se promènent dans le jardin. Et en fait on a le petit trou qui est dans le mur, qui leur permet en fait de descendre de l'échelle et puis d'aller directement sur l'extérieur. Et donc on va aller les voir. Donc là, on est dans l'environnement des poules, avec voilà, on a nos poules qui sont là. Bon, elles sont, alors ça reste des poules qui sont parfois un petit peu farouches, mais elles ont tout l'espace ici pour se promener dans le jardin. On a quand même mis un petit bout de clôture pour éviter de retrouver les poules directement dans la maison. C'est ce qu'on avait avant, parce qu'avant c'était pas fermé. Et les poules forcément venaient sur la terrasse et elles rentraient dans la maison. Donc c'est chouette comme animal de compagnie, mais bon après c'est un peu difficile à éduquer au niveau des déjections. On a une poule qui est là à côté, là qui est en train de manger dans le réservoir à grains, et qui est juste à côté de l'entrée. Donc là on voit l'entrée qui est directement là dans le mur. Et les poules passent par là. Et donc elles sont abritées en fait du froid, et notamment en hiver. Ça nous permet de mettre les réservoirs d'eau à l'intérieur, et donc pas de problématique de gel, etc. Là, on est dans la partie qui a été remodelée, disons, puisqu'avant c'était donc vraiment en pente ici. Donc maintenant on est à plat, c'est bien agréable. Et on en a profité pour planter beaucoup d'arbres fruitiers. Donc là c'est un nectarinier. Et puis là on a différents pruniers, pommiers, poiriers. Celui-ci c'est un coco jaune. Alors je ne sais pas si c'est... En tout cas c'est connu dans l'Est, je viens de l'Est, et c'est des prunes jaunes, un peu comme des quetchs, mais ce n'est pas des quetchs non plus. Et elles sont très très savoureuses en confiture ou en tarte, c'est tip top. Donc on en a ramené 2, il y en a un autre là-bas également, et ils ont bien repris, on est bien contents. Voilà, donc on attend quelques années pour qu'ils commencent à donner. Et puis donc oui, on a poirier, pommier là-bas, et puis un autre prunier de l'autre côté. Donc au pied, j'ai planté des différents bulbes, et j'ai même mis de l'ail d'ornement, parce que par exemple celui-ci il est très sensible à la cloque
du pêcher et donc on a mis aussi ce tube pour le cuivre qui éloigne la cloque du pêcher. Mais enfin, c'est pas évident dans nos régions d'avoir. C'est une tentative, nous verrons bien. Donc on a mis des petites tailles d'arbres, de mi-tiges, pour que ça ne fasse pas d'ombre à la serre quand ils grandiront, parce que là on a le soleil qui passe ici et donc ce serait dommage qu'ils deviennent trop grands et qu'ils fassent de l'ombre sur la serre. Voilà. Et puis ben, en dessous on peut voir le fameux puits et la cuve de récupération d'eau qui sont ici, donc l'un à côté de l'autre, puisque c'est en creusant pour mettre la cuve qu'on a trouvé la source et on a décidé de faire le puits. Voilà. Donc nous, avec la pompe, les deux pompes qui sont, voilà, avec notre poupoule là, qui pose. Donc, alors ici, c'est notre abri de jardin et bûcher. Donc là, on a toute une partie bois avec une structure qui a été construite par mon papa. Et donc, bah voilà, c'est plein. Là, on a fait le plein auprès d'une personne du village qui nous a livré le bois devant la maison. Et on l'a rangé tous les quatre avec les enfants. C'était sympa. Donc voilà, on se sent prêt pour l'hiver. Il nous manque notre cuisinière à bois qu'on espère qu'il va bientôt arriver. Mais voilà. Et puis, donc on passe ici un récupérateur d'eau qui doit être reconnecté, mais qui va l'être prochainement. Et puis un autre récupérateur sur l'autre pan de toiture de l'abri de jardin. Un ancien chauffe-eau qui sert de plantation. Bon là, il n'y a rien en ce moment dedans, mais on a déjà planté des choses dedans. On avait fait grimper des haricots notamment, là, des choses comme ça. Et puis là, on a des murs, un mûrier qu'on a récupéré chez une personne qui donnait des mûriers. Et puis en échange, on lui avait donné des pieds de tomates parce que quand je fais mes semis, en général, il y a une quantité impressionnante de semis, de pieds qui poussent et ça me fait trop de peine de les jeter. Alors j'en propose un peu aux différentes personnes et on fait des échanges comme ça. Voilà. Et puis c'est là que tu fais ton compost aussi? Alors là, on a mis les pieds de tomates qu'on a retirés, on met certains, parce qu'on ne met pas tout le compost. On a un bac à compost là-bas, et puis ici on fait aussi voilà, on met d'autres déchets verts, voilà, pour ne pas les amener à la déchetterie ou quoi que ce soit, ça servira toujours. Et puis voilà, un poirier également, qui est assez récent également. Et puis voilà. En gros, un abri à hérissons. Voilà, on pense à toutes les petites bêtes qui pourraient venir par ici, qui pourraient trouver refuge. Et puis là, on avait un petit cognacier, mais qui apparemment est en train de reprendre quand même. On ne pensait pas qu'il allait survivre parce qu'il était très fluet, mais ça a l'air d'être bon. Et puis ici, un autre coco jaune, qui est tout beau aussi, je suis bien content, de l'Est. Et puis des framboises qu'un ami du village nous a donné parce qu'il avait plein de pieds. Donc voilà, elles sont belles et elles sont bonnes. Bon appétit. Le but, c'est aussi de faire une petite barrière végétale par rapport aux voisins et puis voilà, pour être cosy chez nous et eux chez eux. Voilà, puis avec les arbres, quand ils auront poussé, ça fera aussi un petit peu sans faire trop d'ombre parce qu'ils ne monteront pas très haut non plus. Et puis là, on a encore un autre cognacier qui a fait des beaux coins et il est tout récent aussi, mais on ne sait pas comment il a pu faire d'aussi beaux coins pour son début de vie, mais voilà, on va bientôt faire la confiture. Avec aussi quelques arbres par là derrière qu'on a plantés le long de la haie là-bas.
des arbres en espalier. Pommier, poirier. Et puis un petit mirabellier qui est tout petit aussi, ici, au milieu des astères. Un autre kiwi qui va monter sur le... Voilà, le but, ces poteaux, ce sera de les relier en tendant des fils pour continuer à faire pousser tous ces arbres. Voilà. Maintenant qu'on a vu la partie technique avec Thomas, j'aimerais découvrir moi la partie un peu plus des plantes. Quelles sont un peu la diversité des plantes que tu as pu mettre à l'intérieur de la serre? Tu nous fais visiter? D'accord, allez, on rentre. Alors, quand on rentre, on est un petit peu déjà dans la verdure de la forêt vierge. Là, j'avais planté par terre des patates douces qui se sont bien étendues. Donc j'attends de découvrir. Là, je vais les récolter dans quelques temps, on verra. Mais a priori, elles se sont bien plues là. Et au pied, il y a un pied de kiwi qui pousse là, qui a bien monté aussi. Et c'est vrai qu'à la base, on s'est dit que dans la serre, comme ça chauffe bien l'été, on voulait essayer de privilégier les plantes grimpantes qui allaient un petit peu faire de la couverture après au niveau du toit et des côtés. Donc on a mis plusieurs pieds de kiwi, on en verra d'autres un peu plus loin. Et on a mis de la vigne aussi qui pousse là et puis qui pousse le long. Et qui, voilà. Alors ça, c'est des tomates. C'est la fin de saison, donc pour l'instant, voilà, on est un peu en phase de transition, mais on a gardé les pieds de tomates qui étaient encore beaux. Là, il y a encore pas mal de tomates à venir, là, avec le soleil qu'on a, là, elles vont quand même pouvoir mûrir, je pense. Sinon, elles finiront dans la maison. Voilà. Et puis, il y a encore, donc là, le poulailler. Là, encore pas mal de plantations d'été, des aubergines, des poivrons, des petits poivrons allongés, tout ça, du céleri, le basilic. Voilà, puis on commence petit à petit à planter ou à semer des choses pour l'hiver. On a mis des salades, on mélange un petit peu les cultures, hein, et donc avec toujours du paillage pour garder l'humidité, protéger et faire de la vie. Voilà, et puis on a encore quelques petits cornichons là que je récupère de temps en temps pour mettre dans mon bocal. Une chayotte, un plant de chayotte qui s'est bien étendu aussi, ici. Et encore des tomates ici. Ici, on a un pied de géranium rosa qui sent la rose, qui sent très bon. Mais il n'a pas de fleurs en ce moment, mais rien que les feuilles sentent vraiment très très bon. Voilà, et donc là, on a encore des concombres qui étaient plantés au sol. Donc ici, on a fait un mur végétal avec principalement des fraises qui poussent. On en avait au mois de décembre. Donc c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir des fraises une bonne partie de l'année. Et puis on a mis du thym aussi, des capucines, quelques plantes là-haut, différentes petites choses. On remplit les trous en fonction des saisons. Voilà. Dans le bord des bacs aussi, on a mis... je vais repartir dans l'autre sens, désolée. On a mis des fraisiers tout le long. Ça permet aussi d'avoir des fraises... sans que ça encombre beaucoup l'espace, on les reprend quand elles font des stolons, on les remet le long pour en mettre tout au bord des bacs, voilà. Voilà, on a essayé de planter, par exemple, on a mis des salades, il y a de la roquette, de la mâche, des choses comme ça, donc qui vont pousser dans quelques temps. Et puis on a quelques cultures aussi dehors, là où on a des trucs qui peuvent rester un peu en place, des poireaux, des choses comme ça. Et puis on a pas mal de courges qu'on va garder aussi pour l'hiver.
Et puis voilà, là, on va voir si les petites chicorées vont donner également. On a des carottes de l'autre côté également. Et puis voilà. Et puis donc ici on a nos pieds. Alors là on a un pied de goji et pied de kiwi également ici. Là. Et puis il y en avait un de l'autre côté là-bas aussi, j'ai pas pensé, près des fraises, près du mur de fraises. Ça c'est des pois mangent tout. Et le goji c'est quoi? C'est des petites, les goji, c'est des petites baies. Les goji, mais je ne sais pas reconnaître la plante. C'est celui-ci, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, ouais. Donc on va essayer de faire monter aussi un peu. Excellent. Voilà. Et donc le kiwi, là, il va pouvoir après rattraper par là pour essayer un petit peu de faire de l'ombre aussi. Alors j'ai mon étagère là, qui n'est pas très bien rangée, mais c'est là que je fais tous mes petits semis l'été, les tomates, poivrons, tout ça. Donc après on enlève toutes les caisses, tout ça, et puis je fais les petits semis dans des petites caissettes. Et puis après, je les prends quand ils ont cette hauteur, les tomates, je les remets dans des petites pots individuelles. Puis on arrose ici. Voilà, comme ça, ils peuvent avoir beaucoup de lumière aussi pour commencer leur croissance. Voilà. Donc là, ici, on a notre bois qui nous sert à la consommation à peu près. On a le stock à peu près pour une année, enfin on va dire une petite saison, une saison pas trop froide. Et puis le reste du stock est dans le bûcher qu'on a vu tout à l'heure avec Sophie. Donc là, ça nous permet de venir directement depuis la maison et puis de ne pas avoir à sortir à chaque fois. Donc on a notre stock qui est là ici. Donc là, on avait un poêle à bois qui nous permettait de chauffer la quasi-totalité en fait en présentiel de la maison. Et puis quand on n'est pas là ou les nuits, on a installé dans l'extension un poêle à granulés. Et donc lui en fait est régulé pour avoir à peu près constamment une température de 19 degrés, 18-19 degrés. Et donc on a notre stock là ici de granulés, une denrée rare malheureusement en ce moment. Mais on a fait notre stock, nous, déjà depuis la fin du printemps dernier, avant d'être en crise, quoi. Donc là, on a ce qu'il faut là, pour nous chauffer tout l'hiver et d'être, on va dire, autonome sur ces aspects-là, à la fois avec le bois. Et puis, comme j'ai expliqué aussi tout à l'heure, c'est que là, on a remplacé notre poêle à bois par une cuisinière à bois, donc qui va nous permettre à la fois de chauffer la maison et de chauffer les aliments sans avoir à utiliser le gaz en plus. Voilà, parce que c'est un peu incohérent en fait de faire du chaud mais de ne pas pouvoir cuisiner avec. On a un véhicule électrique du coup qui est branché. Là aujourd'hui on a une journée bien ensoleillée, ce qui nous permet en fait directement de rentrer depuis les panneaux solaires, depuis la toiture, de rentrer l'électricité dans la voiture. Avec un système d'autoconsommation, avec des micro-onduleurs. Et sur ces micro-onduleurs, en fait, moi j'ai une application en fait qui nous permet en fait de suivre à l'instant, en instantané, la consommation, enfin la production pardon d'électricité. On a le boîtier là qui est là ici en fait qui permet de relier en fait les panneaux avec cette application par Wi-Fi en fait dans la maison. Et donc ça c'est ce qu'on a fait, on a installé avec les derniers travaux qu'on a réalisés à la maison et ce qui nous permet de produire dans des journées bien ensoleillées à peu près, on tourne à du 12 kWh à peu près sur cette installation. Et on avait une installation bien plus ancienne qui est reliée à cet onduleur et là on voit ça tourne, il y a de la production d'électricité mais là qu'on revend directement en fait, qu'on vend directement sur le réseau. Et à l'époque, quand on a fait cette installation, on a pu bénéficier de tarifs hyper avantageux parce qu'on revend 58 centimes le kilowatt, ce qui est hyper intéressant. On n'a pas une grande capacité de production, on fait du 3 kWh en fait sur l'installation, mais couplé au prix de vente, ça nous fait à peu près l'équivalent, alors je vais pas dire, on va dire les 3/4 de notre consommation d'électricité, ce qui est quand même
agréable parce que en gros avec l'installation, l'ancienne installation, on fait de la revente, on fait de la vente directe d'électricité et la nouvelle installation où on fait de l'injection directement dans la maison. En gros, on est en autonomie électrique, voire même excédentaire en fait quand on regarde le rapport de coût de l'énergie. Voilà, donc pour à la fois la partie électrique et puis la partie bois pour la partie chauffage. Donc effectivement, là, on a nos pots de confiture, une partie des pots de confiture qui sont faites confiture maison. Voilà, par exemple, on avait la vigne tout à l'heure qu'on a vu, là on a fait du raisin, des confitures de raisin. On fait des essais aussi. On a des confitures avec des poires, etc. Les coins. Donc là, on va attaquer. Sophie vous a présenté tout à l'heure les coins. Et donc là, ça va être la prochaine étape de faire des confitures avec. On a vu tout à l'heure, on parlait d'énergie. On chauffe l'eau ici avec un chauffe-eau thermodynamique. Il est là. Donc c'est une sorte de... Enfin, c'est un ballon d'eau chaude avec une pompe à chaleur qui pompe, qui aspire l'air du garage là ici et qui fait de l'eau chaude et qui rejette de l'air froid. Et en fait, l'air froid avant était rejeté directement dans le garage. Et il faisait assez froid dans le garage. Et comme on a transformé une pièce qui est juste là à côté en cave, bah, du coup on réutilise en fait l'air qui passe là dans ce tuyau et qui va directement dans la cave, là ici, et qui vient au niveau se jeter là ici, dans cette zone où on a, par exemple, on a nos pommes, on a nos carottes, on a des pommes de terre, on a voilà, enfin quelques petites pommes de terre qu'on vient de ramasser. Puis là, on a tout notre stock là ici en dessous de pommes de terre qu'on garde quand même à l'abri quand même des mouvements d'air, même si on envoie quand même de l'air froid, c'est pour éviter en fait qu'elles ramollissent. Voilà, et on a encore des confitures là ici. Toutes les confitures là ici sont faites maison. On n'achète plus du tout de confitures depuis des années. Et puis on parlait de conservation d'aliments, donc on a nos aliments frais en fait qu'on stocke là ici. Et puis on a ce qui nous sert pas mal maintenant, c'est ça ici, le stérilisateur, qui nous permet de faire, voilà, je prends l'exemple, des bocaux avec des tomates. Là ici on a des haricots, là ici qui sont en conserve, on a de la ratatouille, là on a des soupes, qu'on fait nous-mêmes. On récupère aussi les bocaux et puis dedans on fait des soupes avec. On fait aussi, là, Sophie qui s'amuse, là on voit par exemple les cornichons du jardin, les petits piments, tout ça c'est du fait maison. Voilà, donc notre lieu de stockage des aliments dans la cave qui est ici, qui est une cave qui est sombre, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, et puis qui est ventilée, qui reste un petit peu humide et qui est ventilée avec directement l'air de la pompe à chaleur, avec une extraction en fait en sortie de cave qui rejette de l'autre côté, qui va à l'extérieur. Voilà.